qui n'a pas encore parlé. Vous dites dans votre livre à la fois que les sociétés égalitaires sont les plus vivables et que notre désir d'égalité faiblit de plus en plus. Alors, justement, ce soir, on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Est-ce que la société française est de moins en moins égalitaire et est-ce que c'est parce que nous désirons de moins en moins l'égalité, d'après vous? Oui, je risque de dire des choses vaguement ternes, parce que là, quand même, on est dans une forme d'excès, on va dire, des raisonnements. Je crois d'abord que oui, les sociétés égalitaires, alors je voudrais dire que les sociétés égalitaires, ça ne veut pas dire la Corée du Nord. Ça veut dire des sociétés qui ont des inégalités relativement réduites dans lesquelles les 10% ou les 5% ou maintenant même les 1% ou les 0,1% ne captent pas la totalité, donc la plus grande part des richesses. Ça serait Elles par sont exemple plus la vivables. France Non, des mais années écoutez, 60. Non, mais je vous demande non, mais pour j'ai savoir. eu. Non, Pour comprendre. je voudrais. Mais si vous voulez comprendre, laissez-moi parler. C'est l'acte élémentaire Bah, voyez, je vous auquel vous devez vous plier de temps en temps. Je me plie. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces sociétés sont en général, il y a plus de sécurité, la santé est meilleure, l'éducation est meilleure, la civilité est meilleure. Bon, voilà. Moi, je pense que l'égalité, c'est plutôt bien. Ceci dit, je crois que plutôt que de parler de, je dirais, un peu dans les catégories du XIXe siècle, de Maurras, de la terre, des morts, etc., il faut voir comment c'est construit, en réalité, pendant, je dirais, 80 ans, et surtout pendant 30 ans, une société plus égalitaire et plus intégrée. Ça n'est pas venu simplement parce que les Français étaient tous des descendants des Gaulois, ce qui n'a probablement jamais été le cas. Ça s'est construit parce qu'il y a eu des processus politiques, des processus institutionnels. Je voudrais rappeler des choses absolument élémentaires. On a eu une économie qui était relativement intégrée et qui avait des capacités d'emploi. On a eu des institutions, je pense à l'école qui m'intéresse un peu, qui avaient la capacité, tout en étant fortement inégalitaires, de produire quand même quelque chose de commun. Il y avait, je dirais, des récits de la fraternité, on s'appelait camarades ou des choses aussi ridicules. En tout cas, on a eu un mécanisme social qui a produit de l'égalité. Cette école-là était fondée sur la méritocratie. Excusez-moi. Mais non, mais c'est juste une remarque, on peut faire une remarque en passant. La méritocratie, c'est-à-dire pas l'égalité. L'école républicaine était méritocratique. Est-ce que je vous ai dit que cette école était égalitaire? Je vous ai dit le contraire. Donc, non, mais vous avez l'air de la regretter. Donc, non, mais il faudrait ne pas réagir purement par réflexe. Enfin, il y a des moments où il faut prendre un peu de distance. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces mécanismes, de mon point de vue, sont cassés. Et les extraits, d'ailleurs, de manifs que vous avez passés sont très intéressants. C'est un stock de gens qui, pour des raisons légitimes ou pas, c'est pas la question, se replient, veulent plus payer pour les autres, disent moi je veux plus vivre avec les autres, je m'intéresse uniquement à ma profession, je ne veux plus savoir. Et alors évidemment, leur proposer à ces gens-là l'idée qu'on va reconstruire quelque chose comme une solidarité en ayant un ennemi intérieur, en racontant que c'est la faute aux étrangers, en racontant que c'est la faute à l'Europe, en racontant que c'est la faute aux musulmans, etc., c'est évidemment une fable. Parce que le problème est une fable dangereuse. Le problème qui nous est posé, c'est de savoir si nous avons la capacité collective de refabriquer le minimum de solidarité. Au fond, la question est très simple. Il faut redonner aux gens le désir de payer des impôts pour ceux que l'on ne connaît pas. C'est ça la solidarité. C'est que je paye pour des gens que je ne connais pas parce que je m'en sens suffisamment semblable. Ce mécanisme s'est cassé et je crois qu'il nous faut aujourd'hui... Et on paye encore plus. Non, s'il vous plaît, on parlera des solidarités un peu plus tard. Je voudrais qu'on reste sur l'égalité et sur la liberté. Il nous faut le reconstruire. Et le reconstruire, c'est... Je ne suis pas hostile au thème de l'individu qui se prend en charge. Mais pour que l'individu se prenne en charge, il faut qu'il y ait une société qui le soutienne. Autrement, c'est un monde de héros. Je vais revenir à... Je crois qu'on est dans un débat qui est très largement dépassé et qui ne correspond pas à la problématique moderne. Quand dans l'interview que vous avez citée, il y a plusieurs années, je disais qu'il y avait trop de pouvoir d'achat, je parlais d'une petite catégorie de Français qui ont trop de pouvoir d'achat, pas de la totalité baissée. Il y a de longues années que j'ai dit ça, et je le maintiens. Je crois que le vrai débat aujourd'hui, c'est entre une société qui fait des gens, ce que j'appelle les résignés réclamants, c'est-à-dire des gens qui se contentent, qui sont résignés à ne pas choisir leur vie parce qu'ils acceptent le monde tel qu'il est et qui réclament les miettes de ce que la société peut leur offrir. Et ça peut se trouver à gauche et à droite.
Il y a des résignés réclamants de gauche, des résignés réclamants de droite, ils ne réclament pas la même chose, ils ne sont pas résignés de la même façon. La vraie façon d'en sortir, tant individuellement que collectivement pour une nation, c'est qu'une bonne société, un État sérieux, un État moderne, un État d'après-demain, c'est un État qui aidera chacun à réussir sa vie. C'est-à-dire à choisir ce qu'il a envie d'être, à définir son rêve et à créer les conditions pour qu'il le réalise. Et c'est possible, c'est possible. Je citais avant que vous n'arriviez l'exemple de jeunes qui ont été licenciés d'une entreprise, à Mulhouse, où j'ai été avant-hier. On peut le trouver d'autres exemples ailleurs. Et qui se sont pris en main avec des gens qui les aident et qui ont créé leur entreprise. Et qui sont dignes, heureux, ils sont respectés, ils font quelque chose qui leur appartient. Et je crois que c'est ça la société de demain. C'est une société où chacun ne sera pas en situation de passer d'une aliénation au chômage et du chômage à une autre aliénation. Mais de réaliser le rêve. C'est possible. Des millions de rêves peuvent se réaliser. Cynthia a cité l'exemple des ONG, des sociétés, de ce que nous appelons ensemble, puisqu'on travaille ensemble là-dessus, l'économie positive. C'est-à-dire ceux qui s'intéressent aux générations futures, ceux qui travaillent pour eux. Il est possible de créer des conditions pour que chacun puisse réussir sa vie et ne se tourne pas vers son passé en disant « la vie est passée, je l'ai perdue ». Et ça, c'est, je crois, le rôle fondamental d'une société. Alors, c'est plus du côté de la liberté, parce que ça permet aux gens d'être libres, mais c'est aussi du côté de l'égalité, parce que c'est le fait de créer les conditions pour que tout le monde puisse y parvenir. Et la seule façon de faire que les deux soient compatibles, ça s'appelle la fraternité, ou plus modernement, l'altruisme. Éric Zemmour, la France, dans le suicide français, vous faites le récit de tout ce qui s'est passé, selon vous, depuis 40 ans en France. La France, elle souffre d'être trop égalitaire ou trop inégalitaire, on dispose de trop de liberté ou de pas assez de liberté? Si vous voulez, c'est les deux à la fois. Et c'est pour ça que j'écoute M. Dubé, M. Attali. Et ensuite, je voudrais répondre parce que je pense qu'on est à la fois, on souffre trop de liberté et pas assez. Trop d'égalité, trop d'égalitarisme et pas assez d'égalité, puisque effectivement, Clémentine Autain a raison, et Madame Fleury a raison, on est passé à une société hyper inégalitaire depuis une trentaine d'années. Mais il faut bien comprendre que si on est passé à cette société hyper inégalitaire, c'est au nom du culte de l'individu, justement, qui est l'individu roi, et c'est au nom d'un universalisme qui a permis au capitalisme de développer sans frontières et de développer des transferts de capitaux, de marchandises et d'hommes sans frontières. Donc l'universalisme de Clémentine Autain, vous ne devriez pas être méchante avec Jacques Attali qui est charmant avec vous. Au contraire, puisque vous le rejoignez finalement. Vous le rejoignez dans son universalisme sans frontières. Vous êtes les mêmes. Et quand M. Dubé dit l'école des années 50, 60, d'ailleurs, je suis très content de l'entendre dire que cette école était bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Il va dire que c'est pas ce qu'il a dit, mais moi, c'est ce que j'ai compris. Et quand Monsieur Dubé, plus facile. Bah oui, c'est normal, c'est à moi de parler. Quand Monsieur Dubé vous dites, il y avait effectivement des systèmes pour éduquer à l'école, etc. Vous oubliez une chose pourtant évidente. Il y avait aussi l'assimilation républicaine, c'est-à-dire qu'on transformait en même les autres et on leur imposait s'il le fallait. Cette règle de l'assimilation républicaine qui, selon le grand historien Braudel, a permis l'intégration de millions d'étrangers, M. Attali, italiens, belges, espagnols, etc., a été abandonnée par les élites de gauche et de droite au nom de la liberté de l'individu, des racines, etc. Et du coup, sans cette assimilation républicaine qui transforme le même en autre, eh ben, on ne peut plus supporter de la solidarité, parce que le même ne supporte pas la solidarité vers l'autre. Soit l'autre devient le même, et là, on est solidaire, soit il reste l'autre, et on n'a pas envie d'être solidaire. Et c'est ce que font les gens, ils se séparent, ils ne vivent pas ensemble. Excusez-moi, mais je vous en prie. Non, mais ce que vous dites n'est pas exact sur le plan historique. Et je rappelle que l'école française à laquelle j'adresse de très nombreuses critiques reste une école à programmes nationaux, à langue nationale. Il n'y a pas d'école communautaire. Ça n'a aucun rapport avec la civilisation. Non, mais excusez-moi. Le problème, il est un peu différent, c'est que ça marche plus exactement, y compris parce que l'économie ne relaie pas, y compris parce que les inégalités se creusent, etc. Vous dites, pour préciser, François Dubé, vous dites que c'est le paradoxe, c'est que plus on est égaux, plus on se sent frère, et plus on est inégaux, moins on se sent frère. Mais évidemment. Et ce qui fait d'ailleurs que je suis mais c'est pas seulement économique. Non, mais je suis. C'est démenti par toute la sociologie historique. C'est du matérialisme, ce n'est pas seulement économique. Est-ce que le terminer Excusez-moi.
ce mécanisme que vous développez, que vous décrivez, vous le décrivez uniquement en termes de les Français et les autres. Mais dans cette crise de la solidarité, il n'y a pas que les Français et les autres. Il y a toutes les catégories sociales qui se distinguent, qui se replient. Ça n'est pas simplement culturel. Vous avez aussi des classes moyennes qui disent « je ne paye plus, je sors mes gosses de l'école, je les mets ailleurs ». Vous avez des quartiers qui ont été ghettoisés et qui, d'une certaine manière... Un petit peu quand même. Les gens se sont ghettoisés. Et qui vont s'auto-ghettoiser. Oui, bah, on est dans les fantasmes. On est dans les fantasmes. Tout le monde. Non, vous êtes dans les fantasmes. Vous êtes uniquement dans une histoire de nation. On est dans les fantasmes. Non, monsieur Dubé. L'intégration, elle marche très bien. Si je peux me permettre de citer mon livre. Et dans quel monde vous vivez, monsieur Attali? Le monde que je vois, je me promène en province. Non, mais là, les Français vont rigoler. Mais non, les Français, peut-être vos amis politiques vont se rigoler. Non, mais ils vont rigoler. Vos amis politiques vont rigoler. Non, pas du tout. Les Français vont se marrer en vous entendant. Ne parlez pas en leur nom, vous ne les représentez pas. Non, mais je vous assure. Je peux citer des dizaines, des centaines, de milliers d'exemples de jeunes Français. Je peux citer un jeune de Lyon, Djihad Belhamri, qui vient d'Algérie, qui a créé une entreprise et qui maintenant s'occupe des jeunes des quartiers. Je peux en citer des centaines, des milliers. La jeunesse venant de l'extérieur apporte une richesse nouvelle, un talent nouveau, plus d'ailleurs les filles que les garçons. Bien sûr, il y a un petit groupe. Bien sûr, il y a un petit groupe qui est au... Bien sûr, il y a 150 000 qui sortent des écoles sans savoir lire et écrire. Ce ne sont pas seulement des fils d'étrangers, loin de là, loin de là. Ça n'a rien à voir. Cette jeunesse-là qui est en train de réussir, moi je la vois concrètement, jour après jour dans les quartiers. Je ne fais pas du fantasme idéologique sur les étrangers qu'on n'assimile pas. Je peux vous citer des centaines de noms. Devenir soi, ce qui me paraît l'essentiel, devenir soi, c'est souvent le propre de ceux qui arrivent et qui ont envie de réussir beaucoup mieux que d'autres. Et on les trouve partout, on les trouve en France, on les trouve aux États-Unis. Je donne dans ce livre des exemples de jeunes Indiens arrivés aux États-Unis. Qu'est-ce que seraient les États-Unis sans les étrangers qui ont créé Google, qui ont créé Microsoft, qui ont créé la présidente de Pepsi Cola est une Indienne. On peut citer des centaines d'exemples de ça. Les États-Unis, ils vivent en communauté, séparés. C'est ça que vous voulez. C'est le modèle que vous voulez. Dites-le carrément. Je dis simplement que... C'est pas ce que veulent les Français, c'est tout. Mais vous parlez en leur nom, vous n'avez aucun droit. Mais regardez les sondages, regardez les chiffres, parlez avec les gens. Sortez des aéroports, monsieur Attali. Je vous assure, il y a des Français en dehors des aéroports. Vous devriez aller dans les aéroports. Vous devriez aller un peu moins dans les aéroports. Et vous devriez aller dans les gares, ça vous ferait Oui, non, un peu moins. Vous devriez aller si on peut ne pas parler seulement... C'est un pays étonnant, la France, ça existe. Il y a des gens et tout. Écoutez ce qu'on vous dit, monsieur Zemmour, je vous ai parlé de choses concrètes sur le terrain que j'ai vu simplement, ne serait-ce qu'avant-hier et tous les jours. Si on peut ne pas seulement parler de la France, des immigrés... Non, justement, je vais parler à M. Dubé, pas de ça, justement. Je parle du fait que la réussite de chacun d'entre nous, que le vrai projet d'une bonne société, c'est d'aider chacun d'entre nous à réussir sa vie. C'est ça le vrai projet d'une bonne société. Ce n'est pas dans le discours idéologique. Et tous, y compris, et nous avons, et c'est ça qui est important, nous avons tous intérêt que les autres réussissent leur vie. Donc ce n'est pas une juxtaposition de narcissisme individualiste. Chacun d'entre nous a intérêt à ce que l'autre, comme dans une équipe de foot, on a intérêt à ce que l'autre joue le mieux, comme dans un orchestre, on a intérêt que les autres musiciens jouent mieux. Donc la réussite de l'autre, c'est pas un individualisme égoïste. C'est justement... Je crois la définition du 21e siècle, ce sera une bonne société. Ce n'est pas seulement, par exemple, le fait de travailler moins, c'est le fait de travailler différemment, le fait de faire que travailler, ça ne soit plus considéré comme une aliénation, mais une façon de s'épanouir, de réussir. Et ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. On le voit dans la création d'entreprises, dans le fait de choisir de sortir de l'entreprise aliénante pour aller créer une ONG, une entreprise, travailler dans une mutuelle, s'engager dans un parti politique. Ça, c'est, je crois, ce que devraient faire les politiques, fondamentalement. À condition qu'il n'y ait pas 50% d'impôts. C'est un autre sujet. Non, c'est le même Fleury et Philippe Nemo. Oui, non, je voulais juste revenir sur la question de l'égalité et puis aussi sur le petit film qui nous avait précédé où on voyait effectivement, d'ailleurs l'ex-président, enfin le président Sarkozy, expliquer qu'on avait, entre guillemets, on s'était séparé de la sélection, on s'était séparé d'une certaine manière de la méritocratie. Ce que vous avez dit un petit peu tout à l'heure que... Bon, je voulais revenir sur cette idée des inégalités justes. En fait, puisque c'est ça la question. On a toujours considéré que oui, il y avait des inégalités justes. Le seul souci, si vous voulez, c'est que la méritocratie est une fiction, sans doute nécessaire, parce que c'est quand même plus régulateur. Mais c'est une fiction, c'est-à-dire que la vérité est un déterminisme social qui est tous les jours rappelé.
Et hélas, encore aujourd'hui, non seulement dans les petites écoles, mais tout au long. Et nous avons effectivement une structure élitiste, mais élitiste non pas au sens où elle pousse les gens vers le meilleur d'eux-mêmes, mais où elle les sélectionne alors qu'ils ne sont même pas au courant des processus et des règles du jeu. Et donc c'est ça le premier souci. Le deuxième souci, c'est que les libéraux, et moi je rends hommage aux libéraux, ont toujours considéré que les inégalités justes étaient intéressantes à partir du moment où, pragmatiquement, elles bénéficiaient au plus grand nombre. C'est-à-dire en gros l'impôt. Oui, une grande fortune si ensuite, d'une certaine manière, il y a une circulation de l'argent. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que vous avez une sécession des grandes fortunes, vous avez une sécession des multinationales, réellement. C'est-à-dire qu'ils font sécession. Ils ne participent plus à l'impôt. Vous avez des multinationales qui jouent à cache-cache et pour être pas imposées par les pays, alors qu'elles devraient être imposées sur leurs bénéfices globaux surréalistes. Vous avez des fortunes privées qui, elles, organisent, la novlangue parle d'optimisation fiscale, proprement de l'évasion fiscale. Et vous avez à l'intérieur de l'Europe des paradis fiscaux qui jouent et qui se concurrencent entre eux. Donc la vérité, c'est cette sécession qui fait que, de toute façon, la solidarité, elle est en fragments. Elle est littéralement l'article 1. Vous savez, l'article 1 qui quand même est la base de notre Constitution. La République est indivisible. C'est terminé, ça. Or, nous avons un État de droit. Nous, je le dis souvent, hélas, mais la France ne sait pas être une démocratie sans être une république. Elle n'a jamais su faire ça. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'elle ne saura pas le faire demain. Ça veut dire qu'elle a cette conception très particulière de penser, effectivement, que... Alors, et c'est là où c'est la difficulté, l'intégration ne peut plus être l'assimilation. C'est terminé. On ne pourra plus. Voilà, c'est fini. Je suis désolée. Éric Zemmour, je suis désolée. Mais ce n'est pas vous qui allez être désolée. Voilà. C'est le pays qui est désolé. Mais je crois, à la différence de vous, que parce que ça va créer des affrontements terribles, ça a déjà commencé. Je pense, si vous voulez, à la différence de vous, que l'intégration n'est pas la seule affaire de ceux qui arrivent. Je crois que l'intégration est une affaire commune et que nous avons tous ensemble, de partout d'où nous venons, l'obligation de nous intégrer à la société qui est la nôtre. Nous passons contrat. Et je ne crois pas du tout que l'intégration des Français, qu'on dit de souche, soit plus aisée que l'intégration des immigrés. Donc je pense que l'intégration est une affaire commune et qu'il nous faut totalement repenser la question de l'intégration, parce que effectivement, assimilation, ça me rappelle un vieux débat. Moi, je suis fondamentalement pour l'autorité, mais j'ai jamais assimilé l'autorité à l'autoritarisme, par exemple. Ce qui était une des vérités classiques, c'est-à-dire que l'école a été longtemps autoritariste. Elle n'a jamais affronté la vraie question d'une asymétrie qui en même temps est une égalité. Et ça, devant nous, nous avons ça. Aussi. Philippe Nemo, il était question là de sécession. Oui, je sais que ça vous va. De sécession des sécessions, les riches feraient sécession, les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire on ne serait plus gouverné que par l'intérêt. Le pro-capitaliste, le pro-libéral que vous êtes, réagit comment